Alors, avant de passer la parole et de présenter nos intervenants, je voudrais vous rappeler le thème de cette soirée. Alors, en miroir d'un monde en transformation et en crise qui doit s'adresser des enjeux cruciaux de sustainabilité, les CEO voient leur rôle mis au défi d'un leadership plus durable. Comment accompagner la transition écologique de l'organisation, mais aussi la transition humaine et managériale qu'elle appelle? Vision, purpose, mindset, posture, comment embarquer l'ensemble de son organisation et de son écosystème vers plus d'impact positif. Alors autour de moi, j'ai le plaisir d'avoir Nathaël. Nathaël qui a été diplômée d'HEC Paris, qui a effectué un VIE en Californie auprès de Pierre Fabre. Nathaël, tu entames une carrière internationale chez l'Occitane depuis 2007. Tu as un appétit pour les structures entrepreneuriales et le développement international, puisque tu travailles au Brésil, à New York, au Japon, Hong Kong en tant que directrice générale de l'Occitane. Et puis, Melvita, un jour, retient toute ton attention. Tu y as vu, comme tu dis, un joyau caché. Et tu décides de reprendre la marque à l'échelle mondiale en octobre 2021. Et depuis, tu te bats pour solidifier le modèle économique de la marque bio du groupe. Alors, Melvita, en quelques mots, c'est une marque française spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques biologiques. C'est une filiale à 100% d'Occitane. Elle a été fondée en 1983 par Bernard Chevillia, qui était un apiculteur et biologiste. Et sa philosophie, c'est mettre en avant son engagement différenciant envers l'agriculture biologique, l'utilisation d'ingrédients naturels et le respect de l'environnement. Exactement. Voilà. J'ai pas été au Brésil, mais Et ça, peut-être je voudrais bien y aller. D'accord. Alors, Ilfine, tu as été étudiant dans le quartier latin, en prépa aussi au quartier latin. J'aime bien cette anecdote parce que moi aussi j'ai été. Ouais, ça va. remonté loin dans mon Je suis CV. allé loin. Tu as fait HEC en même temps que Nathaël Ouais. et j'ai lu que tu as été une chanteuse accomplie quand tu étais sur le campus. Donc bravo. Encore maintenant. Encore maintenant. Tu as commencé ta carrière chez Unilever, puis tu es allé travailler en Hongrie et tu as embrassé une carrière réussie chez Campbell, Godiva, Bell et enfin Brossard. Tu es une experte du marketing grande consommation. Tu as par ailleurs une fibre humanitaire très développée puisque tu t'es engagé pour le Bénin et tu as soutenu activement des associations comme SOS Village d'enfants ou Un maillot pour la vie. En 2017, tu décides de créer Use 2019. 2019, excuse-moi, pour agir pour la planète et mener la vie dure au gaspillage. Le slogan de Use Day, c'est mobilier, électro-déco. Pourquoi faire neuf quand on peut faire d'occasion? Chez Use, on vend sans frais, sans souci, on achète durable, tout le mobilier et l'électroménager issu de l'économie solide circulaire en toute simplicité. Voilà. Ravi de t'avoir à cette table, Yveline. Et enfin, Fanny Potier, ici présente. Alors Fanny, tu es ingénieure, tu es passionnée d'apprentissage puisque tu as étudié, alors j'ai pas tout compté, mais à la Sorbonne, à l'ESSEC, à l'INSEAD. Tu as comme voilà, Excusez-moi. tu as commencé ta carrière chez Euler dans des fonctions finance, puis ensuite tu as rejoint Towers Perrin dans des fonctions plus commerciales, et enfin depuis 8 ans, tu es chez BCG dans la pratique transformation people et leadership. Tu es passionné par l'être humain, qui est pour toi au cœur de l'innovation et de la sustainabilité, et tu es par ailleurs passionné d'art, car tu as fondé une association pour soutenir les artistes contemporains, et tu es entre autres coach certifié, et tu as écrit un livre que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié qui s'appelle Pro en leadership. Est-ce que j'ai tout dit? Presque C'est tout ça. dit. Voilà, et enfin, je voudrais remercier également notre partenaire Robert Walters. On a des éminentes personnes qui représentent Robert Walters ici présent, qui est une société internationale qu'on ne présente plus, spécialisée sur le recrutement, le placement de professionnels et le management de transition. Alors, sans plus tarder, je voudrais poser la première question à Fanny. Fanny, qu'est-ce que c'est pour toi la sustainability? Et une question qui est liée aussi, c'est quelles sont tes convictions, plus largement les convictions du BCG en matière de leadership sustainable? Oui, alors la sustainability, pour moi, c'est la pérennisation de ressources humaines, naturelles, sociétales, évidemment financières. Parce qu'il faut avoir quand même des moyens pour financer les développements dans l'entreprise. C'est vrai que depuis plus de 3 ans maintenant, on a mené pas mal de travaux de recherche au BCG en s'interrogeant en fait, parce qu'on travaille avec beaucoup de dirigeants et on s'interrogeait sur finalement de quoi on avait besoin en matière de leadership pour adresser les enjeux de complexité qui sont les nôtres. Donc on a interrogé beaucoup de monde, on a fait un survey auprès de 9000 personnes dans le monde, donc on en reparlera un petit peu plus tard. On a observé beaucoup de leaders en action et de ça, en fait, on milite pour un leadership génératif
qui se focalise justement pour la pérennisation. On va même plus loin, en fait. Le mot régénération est passé quand même beaucoup dans le langage aujourd'hui. Et on milite pour la recréation de ressources. On pense qu'aujourd'hui, en fait, une des clés de la pérennisation de l'entreprise, c'est l'accès aux ressources, justement. Et la meilleure façon d'accéder aux ressources, c'est de recréer les ressources et de sortir de logique d'extraction, en fait. Et encore une fois, naturelle, humaine, sociétale, et bien évidemment en engageant les actionnaires. Et je pense qu'on pourra en reparler un petit peu plus tard, parce que ce sont des équations qui ne sont pas simples d'un point de vue économique, notamment si on veut faire tout ça tout en dans un contexte de stratégie d'entreprise. Et donc ça implique un leadership différent pour toi, pour le BCG? Alors oui, notre constat aujourd'hui, c'est que pour passer de logiques un peu extractives à des logiques régénératives, il y a vraiment des leviers en tant que dirigeant qui sont assez différents et sur lesquels il faut travailler et retravailler. Donc ça demande, tu parlais ou je ne sais plus, vous parliez de la solitude des dirigeants. Nous, on milite pour que vous fassiez accompagner et que vous preniez le temps, en fait, de passer un certain nombre de marches pour rentrer dans ces logiques de régénération parce que c'est pas une continuité par rapport au passé. Ça demande vraiment, on pourra y revenir un petit peu plus tard sur ce que ça veut dire en pratique, mais c'est vraiment un moment où il y a une intensité de leadership qui est nécessaire et qui appelle un temps d'arrêt pour se dire finalement qu'est-ce qu'on doit laisser de côté par rapport à la façon dont on faisait les choses en tant que dirigeant et qu'est-ce qu'on a besoin de remettre finalement dans sa boîte à outils de dirigeant et dans son, voilà, son jeu de capabilities en tant que dirigeant pour aider l'entreprise et amener l'entreprise et les équipes vers la régénération. Tu as un exemple concret de feature du leader sustainable? En exemple concret, il y a deux choses très importantes. En fait, la première, c'est le travail en équipe. Alors, on parle de la solitude du dirigeant, mais aujourd'hui, la complexité demande d'adresser ça comme une équipe dirigeante. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des équipes dirigeantes aujourd'hui pour créer une vraie équipe, en fait, au niveau d'une direction, d'un comité de direction, d'un comité exécutif, parce que en réalité, la collaboration même au niveau plus haut de l'entreprise est quand même pas toujours super développée et super efficiente, on va dire. Et il y a quand même, on observe souvent des marges de progression quand on travaille avec des clients là-dessus. Donc le côté one team, il est hyper important dans le leadership génératif et ça va bien au-delà de l'équipe de direction, c'est les logiques d'écosystème, voilà, ça demande d'embarquer tout un écosystème autour des entreprises. Il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de se dire qu'il y a une personne, même si elle est super brillante, qui est capable d'intégrer et de résoudre et de synthétiser, même en se faisant entourer par plein de points de vue latéraux, tout ce que vous voulez, la complexité en fait, des situations auxquelles on est confronté dans l'entreprise, mais au-delà de l'entreprise. L'autre point sur lequel on peut revenir, c'est la tête, le cœur et les mains. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir des dirigeants en action qui soient des personnes centrées et qui jouent toute la panoplie de l'être humain. Et la panoplie de l'être humain, c'est la tête, le cœur et les mains. Et ce n'est pas juste la tête. Donc, le profil un peu historique du dirigeant, vous me pardonnerez, j'ai la parole un peu libérée ce soir, c'est beaucoup quand même la tête et la stratégie. Et voilà, c'est ce qui a fait la force d'un modèle. Aujourd'hui, le monde et vos collaborateurs et tout le monde veut un équilibre entre ça, entre sa tête, son cœur et ses mains. Ça fait partie des axes sur lesquels on travaille quand on essaye collectivement d'engager avec un client cette démarche. Voilà. Merci beaucoup. Nathalie, je voudrais te poser la question pour rebondir sur ce que vient de dire Fanny. Alors, pour toi, qu'est-ce que, en tant que CEO, cela signifie de travailler pour une marque sustainable en termes de formation, de process, de culture pour les équipes? Alors, en termes d'abord de formation, clairement, c'est un niveau d'exigence plus haut. Nous, au sein du groupe L'Occitane, on a pour vocation d'être, on s'appelle le poumon vert du groupe. Et donc, ça vient avec un rythme et une nécessité de s'informer, de se former qui est beaucoup plus intense. Donc, chez Melvita, on a au moins une fois tous les 2 mois, une journée entière dédiée à des sujets de sustainability et on est en fait assez avancé. On doit être exemplaire et tout le monde dans les équipes, même dans les équipes commerciales, sont formés aux problématiques dont on parle, de biorégénération, sont capables de parler de nos packaging, de nos formules, etc., avec
une dimension sustainable qui est très forte. Je retrouve aussi exactement ce que tu dis sur l'écosystème. En fait, le fait de s'engager dans la biorégénération pour nous et dans la sustainability, ça casse un peu les codes classiques de la hiérarchie, puisqu'on a des experts qui ne sont pas forcément les chefs. On a des green captains, par exemple, sur des sujets, sur le pack, sur la formulation, qui sont dans les équipes. Et en fait, ça permet, pendant les meetings, ça casse un peu les codes, en fait. Ils prennent le lead en direct sur des sujets, alors qu'ils ont un boss, par exemple, qui s'occupe du marketing ou du développement commercial, mais eux ont une voix spéciale, parfois en étant vraiment plus jeunes. Ça leur donne une légitimité, une contribution qui est vraiment visible et qui donne, exactement comme tu décrivais, une âme d'équipe qui n'est pas que autour de la stratégie et des KPI financiers. Ça nécessite aussi dans la culture. Alors évidemment, on attire des gens engagés. Donc dans le process de recrutement, on a quand même plutôt affaire à des gens engagés, mais quand même, c'est une nécessité pour nous. On ne peut pas avoir dans nos équipes quelqu'un qui n'y croit pas. Parce qu'on a un besoin de cohérence, il y a quand même un niveau d'exigence qui est très élevé. Mais plus que si c'était des équipes qui n'étaient pas sustainable, entre guillemets. Je pense que oui. En tout cas, la voie qu'on veut. On est une petite équipe, nous. On est vraiment une petite équipe au sein d'un grand groupe. Donc en fait, on est tous visibles, au moins en interne. Et on a tous, à un moment, quand même, un rôle de porte-parole. Donc on fait très attention à la cohérence des engagements. Et puis pour l'esprit d'équipe, c'est quand même important qu'on vive tous un peu de la même manière. Donc ça rajoute quand même un filtre. En termes de process, ça rajoute de la complexité. Ça rajoute notamment du temps. Par exemple, on est plus exigeant pour le screening des fournisseurs. On est plus exigeant pour les tests. On est plus exigeant pour... ça rallonge en fait les temps de développement, les temps de recherche de partenaires. Donc en fait, ça change aussi l'espace classique de développement d'un produit cosmétique, tout simplement. C'est plus long. C'est plus long. C'est absolument plus long et c'est plus complexe aussi. Et tu as dit culture, formation. Formation, culture, process, voilà, en quoi c'est dans les process aussi, on a un modèle de groupe. En fait, on n'a plus de budgets qui sont uniquement financiers. On a un modèle autour des 3P, Profit, Planet, People, et en fait, on a des KPI surtout. Et on est incentivé sur les 3 aussi. Ça, c'est un gros changement. On a autant d'incentives sur nos ventes que sur notre score Bicorp, par exemple. Donc ça, c'est aussi à la fois dans la culture et dans les process. On prépare tout différemment. Et la conduite des réunions et puis de nos revues de KPI, et à la fois sur le court terme, mais aussi sur des engagements de beaucoup plus long terme. D'accord. Alors si je comprends bien, c'est la façon de fonctionner différente, la fonction de lead est différente de façon plus collégiale. Et je me pose donc la question, est-ce que c'est, dans toutes les boîtes que vous observez, possible? Est-ce que dans les grandes structures, cette transformation profonde est possible? Et je voudrais poser la question à Fine. Est-ce que, à ton avis, Fine, ça se joue dans les grandes structures ou ça se joue plus dans les petites structures, ce changement complet de paradigme? Les deux, mais parce que je suis normande. Alors moi, c'est vrai que j'ai un point de vue un peu sur la question parce que j'ai passé du coup 15 ans dans des grands groupes agroalimentaires et on sait que l'alimentation, c'est un des enjeux majeurs de la transition écologique et que quand on est dans le cœur du réacteur, on se dit qu'on peut agir pour ça et étant sensible à la question, ça a été une de mes préoccupations quand j'étais dans les équipes marketing de différentes marques pour lesquelles j'ai travaillé. Et aujourd'hui, du coup, j'ai quitté ce monde corporate pour aller monter une entreprise qui est toute petite. On est 6 personnes, même si elle grossit pas mal en ce moment, mais qui a dans sa raison d'être, dans son objet social, la RSE au cœur. Et du coup, c'est une vraie question de qu'est-ce qui est le plus facile. Qu'est-ce qui est le plus facile et où est-ce qu'on a le plus d'impact? Clairement, on a plus d'impact si on arrive à faire bouger un gros groupe.
Parce que du jour au lendemain, si j'arrive à faire bouger une marque comme Kiri, qui est consommée par 2 tiers des foyers français, j'ai plus les chiffres en tête, ça date un petit peu maintenant, mais dans l'année, forcément, ça va avoir un impact beaucoup plus important Ouais. que quand j'arrive à faire quelque chose avec ma petite entreprise qui a un impact quand même relativement limité aujourd'hui. Euh, donc, il faut faire les deux. Je suis convaincue que dans les grosses entreprises, on arrive à avoir un impact plus important, mais il y a beaucoup de freins. Je reviendrai là-dessus. Alors que dans les petits, et que le rôle des petites entreprises, c'est d'être un petit peu des agitateurs, d'aller voilà, être les précurseurs de changements, d'aller s'attaquer à des modes de consommation qui sont encore un peu naissants, et on peut aller faire des choses plus innovantes, plus agiles, plus nouvelles. Et moi, je suis super contente de voir que ce que j'ai commencé à faire il y a 4 ans, maintenant, il y a des très gros groupes qui sont en train d'essayer de commencer à le faire. Ça veut dire qu'on a réussi aussi à faire bouger les choses dans le bon sens. Euh, C'est comme si les grands groupes s'inspiraient des petites pépites. Bah, c'est sûr, moi quand j'étais dans les gros groupes, je regardais les petites startups de l'alimentaire, quelles étaient les tendances. Et en fait, elles nous inspirent et elles sont des signaux des tendances de demain. Donc quand aujourd'hui, euh, nous, on vient chercher, voilà, on est sur tout ce qui est économie circulaire autour des objets de la maison, qui sont une verticale qui est peu pénétrée par le recours à la seconde main parce que c'est compliqué, parce que les gens ont peur de la logistique, ont peur des garanties, etc. Il y a 4 ans, on était un peu tout seul, et puis maintenant, bah, les gros groupes, même des gens comme Fnac Darty, enfin, se mettent à vraiment avoir leur corner seconde main dessus. Enfin, on sent que ils tous, on sait, ils sont venus nous parler, ils ont échangé, ils ont regardé ce qu'on faisait, et on les inspire aussi. Donc, c'est aussi une façon d'impulser le changement de gros groupes par le petit groupe. Il faut avoir l'humilité de se dire que c'est peut-être pas nous qui allons changer les choses tout de suite beaucoup, mais qu'on va aussi faire Mais vous êtes bouger des les choses vous êtes des en étant influenceurs. des influenceurs. Après, dans les grands groupes, moi j'ai connu beaucoup de réticences. Je pense que individuellement, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant ce que tu disais, tout le monde est pétri de très bonnes intentions et veut. Enfin, j'ai rencontré personne dans le monde de l'agroalimentaire qui pourtant est très décrié, qui voulait faire des trucs super mauvais pour les gens avec plein d'additifs et empoisonner les gens avec des pesticides. Personne ne veut faire ça. Oui. Tout le monde a des enfants et tout le monde veut Ah donner bon. de la bonne nourriture. Pourquoi ils le font? Parce que c'est là où je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme qui doit avoir lieu, c'est que sans être pour de la décroissance, enfin, je pense que c'est ce que tu essayes de dire avec voilà, changer de ce modèle extractif à ce modèle régénératif, comme tu dis. Moi, j'ai un exemple très concret. J'ai travaillé longtemps pour les pains de mie Jacquet, qui est une super boîte. C'est une coopérative agricole. Donc, ça appartient aux paysans qui fabriquent le blé qui va dans les pains. Ils ont remonté toute la chaîne de valeur pour écouler leur blé d'une façon valorisée, etc. Donc, c'est une super belle histoire. Euh, on était en concurrence avec Harry's, avec de la marque de distributeur. Donc voilà. Et un jour, on a lancé une innovation qui était des pains de mie sans sucre ajouté, qui du coup était un peu plus valorisé parce que c'était mieux pour les gens, ça coûtait un petit peu plus cher à fabriquer. Et aujourd'hui, en fait, cette innovation, enfin moi je suis ça de loin, mais je vois maintenant que les rayons en fait ont été complètement transformés. Et en fait, ça aurait paru complètement dingue à l'époque, mais aujourd'hui, Jacquet ne vend plus de pain de mie avec sucre et ne vend plus que du pain de mie sans sucre ajouté. Donc comme quoi des petites innovations qui peuvent être au départ, où il y a eu beaucoup de réticence, hein, parce qu'on a peur en fait de changer, de se dire on va complètement basculer mon business model, c'est 100%, c'est 80% de mes ventes, etc. Mais Ben, justement, en fait, on comment, bascule sur un... mais comment tu as fait pour justement initier ça? Je pense que c'est le travail d'équipe. Et après, moi, je suis quand même assez pragmatique et j'ai confiance dans les... Puis c'est le côté start-up aussi des 4 dernières années, l'expérimentation, le fait de prouver par les résultats. Et donc, on a commencé petit, ça a fonctionné. Et puis, je pense que... Enfin, après, moi, j'ai quitté cette entreprise, mais je pense que les résultats ont fait que la décision était plus facile à prendre une fois que ça marche que quand on ne sait pas, en fait. On ne peut pas non plus faire... sauter dans le vide toute une entreprise pour quelque chose qui n'a pas fait ses preuves. Donc ça demande un peu de leadership, un peu de courage à certains moments, d'embarquer un petit peu tout le monde, et puis un petit peu à un moment un peu de cœur, comme tu dis, de se dire allez on y va. De conviction. Du courage, quoi, de courage et de conviction. Justement, alors ça me permet de faire la transition avec Fanny. Je reviens sur ce que tu as dit, la tête, le cœur, les mains.
C'est un slogan qui était important en matière de sustainabilité. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails et revenir sur ce point? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ouais, alors, parce que je ne veux pas donner l'impression que le leadership génératif, on a besoin de mots pour se comprendre. Donc, ce n'est pas un nouveau framework de leadership qu'on pousse pour mettre en place dans les entreprises, c'est vraiment très concret. Sur la question, pour répondre à ta question, je reprends la question de la difficulté de transformation dans les grands groupes. Transformer un grand groupe, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc, il faut emmener beaucoup de gens. Donc, c'est très compliqué. Et particulièrement dans les transformations liées à la sustainability, en fait, ce qui est compliqué, c'est que on est sur des horizons de temps qui sont très longs. Je vais utiliser un anglicisme, mais c'est le case for change. En fait, c'est un sujet très complexe, la sustainability. Moi, je voulais commencer en définissant ce que c'était de manière très très large. Pour moi, très personnellement, la sustainability, c'est l'eau, la terre et la créativité. Si je vous pose la question individuellement dans la salle, qu'est-ce que ça veut dire la sustainability? Pour vous, vous allez tous avoir une réponse différente. Donc, c'est un des éléments de complexité de la transformation de sustainable d'une entreprise parce que, en fait, chacun va l'interpréter à sa manière. Mais c'est aussi le potentiel. Parce que, comme tu dis, en fait, dans les leviers de leadership qui sont hyper importants pour réussir ce type de transformation, il y a l'expérimentation. Et donc, l'un des enjeux, en tant que leader, quand on veut vraiment réaliser sa stratégie de sustainability et passer des mots à l'action, c'est de libérer, en fait, quand même, un peu d'expérimentation au niveau du terrain. Et c'est vrai qu'il faut prendre des risques parce que tout ne va pas marcher. Le deuxième paramètre qui est un peu compliqué dans la sustainability, c'est que selon votre industrie, en fait, les technologies pour devenir plus sustainable sont aussi en train. Alors, on commence à avoir un certain nombre de technologies qui sont disponibles selon les industries, mais il y en a plein qui sont encore en train de se créer. Tu vois, tu parlais de la circularité dans ton domaine, mais enfin, les cas d'usage sont très, très, très différents, très variés, etc. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment si on a la bonne technologie, il faut tester la technologie, etc. Donc il y a ce paramètre-là aussi. Donc, c'est pour ça que c'est long, c'est complexe, et ça demande un effort de mobilisation qui est très important. Alors, de nouveau, l'opportunité, tu le disais aussi, c'est que c'est quand même un type de transformation qui est porteur de sens. Donc, tu parlais d'engagement. Aujourd'hui, les collaborateurs, c'est pour ça que je parle de nouveau de la recréation de ressources. La recréation de ressources humaines, c'est de redonner du sens dans l'entreprise, c'est d'embarquer les collaborateurs avec vous et de les engager. Et quand on a ce type d'agenda, c'est difficile de ne pas se retrouver sur le sens, avec chaque individu dans l'entreprise. Donc, c'est un gros potentiel. Peut-être le dernier ingrédient, donc le sens, l'engagement, c'est plutôt une qualité de cœur, on va dire. L'expérimentation, c'est plutôt dans le champ de la main, puisqu'on dit la tête, le cœur et la main. Dans la tête, c'est pareil, il en faut, hein, je parlais de l'équilibre, mais il faut des choses un peu différentes. Donc aujourd'hui, on a parlé de la logique d'écosystème, c'est un bon moment en tant que dirigeant, dans une qualité de tête, de se reposer la question de l'engagement de ses parties prenantes et de revisiter en fait l'équation de valeur qu'on a avec ces différentes parties prenantes et de se dire peut-être que telle partie prenante, j'en ai peut-être un petit peu moins besoin et si on n'est plus tout à fait synergétique, c'est pas très grave. En revanche, dans une logique d'écosystème assez riche, j'ai besoin de m'appuyer beaucoup plus sur ce type de parties prenantes et donc je dois revoir un peu la façon dont je crée de la valeur pour ces parties prenantes. Voilà. Donc ça, c'est un point de tête, on va dire, qui est un peu différent. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille avec les artistes, tu l'as dit en introduction. Je crois, si j'ai un pledge pour vous ce soir, c'est la réintroduction de la capacité de divergence en entreprise et de remettre en fait, alors ça s'appelle l'innovation, mais c'est un peu limitant de l'appeler l'innovation, mais redonner de l'espace de divergence à vos équipes et accepter, tu parlais du temps, accepter qu'on ne soit pas directement dans la convergence. Donc, il faut remettre de la créativité dans les organisations, il faut accepter, c'est lié aux parties prenantes, il faut accepter la latéralité de pensée. Donc, on parle de diversité et d'inclusion. La diversité et l'inclusion, c'est accepter en fait qu'il y a plusieurs voix différentes dans une conversation, qu'on doit toutes les écouter. C'est pas facile.
c'est pas facile de faire marcher de la latéralité, mais on en a besoin. Si on veut adresser les enjeux de sustainability qui sont les nôtres, on a absolument besoin d'avoir ça dans la tête. Je le mets dans la tête parce que c'est quand même au niveau de la stratégie que ça se joue, de pouvoir remettre cet espace de divergence, parce qu'il faut se réinventer. Dans les exemples concrets, dans le travail qu'on fait à ce niveau-là, on fait travailler sur des scénarios. Parce que qui peut prédire l'avenir? Moi, non, mais on fait travailler sur des scénarios plus ou moins disruptifs, et ça, c'est des moments de divergence. Et on se dit, ben voilà, la Terre disparaît demain matin, beaucoup plus vite que ce qu'on peut prédire. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ce type d'exemple, en fait, c'est ce que je veux dire pour la créativité et la divergence. Et voilà. Et est-ce que tu l'as observé dans ta pratique, le leader sustainable versus le leader plus classique? Moi, j'aime pas me cantonner à la sustainability. Je suis désolée. Moi, je pense qu'en fait, l'enjeu, c'est la recréation de ressources. Alors, encore une fois, il faut des mots pour se comprendre. Mais oui, il y a encore, dans pas mal d'entreprises, des comportements de dirigeants qui restent des comportements qui étaient valides sur des enjeux d'avant, en fait. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir des comportements, si je donne peut-être des exemples, mais je veux offenser personne, mais on se bat, par exemple, dans le registre de la main, on se bat encore sur le sujet de l'expérimentation et de la délégation et de redonner de l'autorité aux équipes. C'est quand même un point sur lequel je ne connais pas forcément beaucoup de clients qui ont réussi, dans un grand groupe, à résoudre cette équation, qui est une équation difficile. Mais quand je parlais de l'équipe, c'est à la fois au niveau de l'équipe dirigeante, mais c'est aussi au niveau des équipes terrain. Et donc, donner les clés aux collaborateurs au plus près du terrain. La subsidiarité. Voilà, la subsidiarité. Bon, moi, ça fait 30 ans presque que je travaille. Donc, j'ai commencé en entreprise, on était dans la globalisation. Après, on est passé à la glocalisation. Et maintenant, on revient à la subsidiarité. Et c'est vrai que, bon, voilà, on fait des pendulums générationnel, mais aujourd'hui, on a besoin, en tout cas en matière de sustainability, on a besoin de redonner les clés au plus près du terrain parce que c'est là que l'expérimentation va se faire. Et c'est pas au niveau stratégique, au niveau du corporate, on peut dessiner les lignes, on peut donner les grands axes et aligner sur des priorités, parce qu'encore une fois, par industrie, quand même, on peut se disperser très vite. Et à force c'était un point que tu donnais un petit peu tout à l'heure, moi ce que je constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de sustainability, qui sont dans une posture très, très bloquée, en fait, parce que c'est tellement angoissant. Il faut aussi dire des choses. Un peu dogmatique, même. En fait, c'est surtout de la paralysie, en fait, parce qu'il y a tellement d'anxiété autour de ces agendas-là que moi, je comprends que l'être humain, beaucoup des êtres humains qui nous entourent, ils sont un petit peu paralysés quand même par ce qui nous attend. Et du coup, on se replie sur le quotidien et on se dit, bon, voilà, on agit sur le périmètre de confort et sur sa zone de contrôle. Mais voilà, donc c'est vraiment une transition qui est complexe parce qu'il faut quand même arriver à ce que, dans un grand groupe, on fasse passer beaucoup d'individus de cette posture un peu paralysée parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, à une posture où on tente des choses. Voilà, on se remet dans l'action et on repasse dans une contribution positive que moi, je pense être une clé de la dignité humaine. C'est de tenter des choses. Et puis ça marche pas, ça marche pas. Et on recommence et on fait quelque chose d'autre. Voilà. Mais là, tu rejoins ce que dit Evelyne, c'est-à-dire qu'en permettant la subsidiarité, en permettant aux gens d'expérimenter par leur faculté de jugement propre des petites choses, et ben on va faire boule de neige. C'est exactement ce que tu disais. Alors justement, il faut quand même changer de paradigme, c'est-à-dire que si on est toujours objectivé sur la croissance de la top line et de la bottom line, même si on fait de la subsidiarité, au final, si les gens sont objectivés sur ça, ils vont pas bosser pour ça en fait. Je dis pas que c'est facile. Et je pense que le point que tu faisais sur les 3 P, il est essentiel. C'est vraiment bon. Alors justement, on vient aux choses, c'est compliqué parce que, je discute avec Nathaël, sustainable, ça peut signifier 5% plus cher que le marché. Alors qu'est-ce qu'on fait pour trouver les 5, 10, 15% plus cher que le marché? Qu'est-ce qu'on fait en termes de compromis financiers pour que, on puisse vous suivre, mesdames, on y croit, on veut y arriver, on veut faire les subsidiarités, on veut donner plus de marge de manœuvre, on veut que les gens essayent, que ça fasse le boule de neige, mais après, bottom line, c'est voilà, des bidas, on est 5, 10, 15% plus cher. Comment on fait quand on est CEO, Nathaël?
Déjà, nous, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, je n'ai pas forcément toutes les clés. Euh, vraiment, la première chose, c'est la valorisation. Enfin, tu commences complètement à en parler. La valorisation en interne et en externe. C'est déjà d'avoir un deal très clair avec les actionnaires et le top management, un système d'incentive cohérent et de pouvoir valoriser en interne ce que ce coût euh, comporte aussi comme avantage de, par exemple, d'avoir une plus grande rétention, parce qu'on garde plus longtemps des candidats quand on est des marques engagées, et ça va devenir de plus en plus vrai. Donc on recrute plus et on retient nos équipes. Et puis aussi une valorisation à long terme. En fait, ça va devenir indispensable. Et nous, en tout cas chez l'Occitane, on est convaincus que le sens de l'histoire va vers de plus en plus de naturalité. Et en fait, c'est une obligation d'innover pour rester performant. Et en fait, les standards des clients, après le Covid, ont évolué. Quand on devient maman, par exemple, on a un niveau d'exigence qui s'élève, mais même au niveau macro, génération après génération, c'est des enjeux dont les clients sont de plus en plus conscients. Donc, à terme, c'est un avantage compétitif. Donc, il y a déjà ce point de la valorisation et en interne de la rémunération. Et puis aussi, en externe, c'est expliqué aux clients, en fait. Nous, on a par exemple une huile d'argan, c'est un produit basique. On l'obtient au Maroc. On est dans une relation de fair trade. Donc, on est par défaut beaucoup plus cher que le marché. Mais on ne le disait à personne. Donc, c'est sûr que ça risquait pas de se vendre, en fait. Donc, il y a un travail de communication à faire sur nos engagements, le sourcing. Et en fait, aujourd'hui, on trouve un public puisque les gens se renseignent en fait. On voit les pages des produits sont visitées, le détail des produits est de plus en plus visité. Et on voit bien, on rencontre les clients et on sent qu'elles sont de plus en plus informées, engagées et que même leur connaissance technique est parfois assez bluffante. Donc, premier point de valorisation. Deuxième point sur l'agilité. Clairement, quand on est plus cher, on ne peut pas prendre tous les risques d'une boîte qui lance tout le temps des produits bon marché. Donc, nous, on a deux manières d'y remédier. C'est de se rapprocher des clients pour minimiser les risques de lancer des choses qui ne marchent pas. Donc, maintenant, on fait des co-développements. Par exemple, on va lancer en février une gamme pour les peaux sensibles. On l'a entièrement développée avec des clients. Et en fait, ça maximise la chance de succès. Et on a moins de risques voilà, d'avoir des surstocks ou des lancements vains. Donc, on lance moins, mais de manière beaucoup plus garantie, entre guillemets. Et le deuxième point, c'est, tu en as un peu parlé sur les grands groupes et les petits groupes, Ilfine. Nous, on fait beaucoup appel à des startups. On en rencontre plein, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on a deux usines, une en Ardèche, une en Provence, qui sont assez avancées sur le green, mais on ne peut pas tout leur demander. On ne peut pas leur demander de faire des petites quantités, de la cosmétique fraîche. On ne peut pas leur demander toute l'innovation. Et en fait, on est en train de fonctionner en interne comme une start-up et on fait appel, on délègue certains projets à des partenaires externes qui nous aident parfois simplement dans la réflexion, mais aussi qui sont des apporteurs d'idées, tout simplement, sur le pack, sur de l'innovation pour réutiliser des déchets, pour améliorer le CO2 à tous les niveaux de la chaîne. On ne peut pas le faire tout seul. On a un grand groupe et nous, on a une petite marque dans un grand groupe. Donc, en fait, on délègue et on trouve des partenaires. Et le troisième point, il est aussi sur changer la manière dont on voit la concurrence. Nous, par exemple, on est vendu en pharmacie, on a 3000 pharmacies. On a des produits qu'on aimerait bien réutiliser et recycler. On a des pots en verre, par exemple, qu'on aimerait bien réutiliser. On ne peut pas tout seul aller voir 3000 pharmacies et leur demander de mettre des réceptacles pour récupérer les produits. En revanche, nous seuls, on ne peut pas le faire, mais 10 marques fortes en pharmacie qui s'associent vont avoir un impact beaucoup plus fort. Et en fait, nous, on fait aussi partie de beaucoup comme ça de partenariats pour le recyclage, pour la recherche. Et en fait, c'est aussi dans le leadership sustainable, il y a une manière de changer le prisme même de la concurrence et de la voir comme un passage obligé pour vraiment changer les codes, en fait. Et en fait, quelque part, ça s'y retrouve aussi économiquement, parce qu'on partage les risques avec eux. Tout le monde a le même impact de prix. Et puis, ça nous aide à avoir une force de frappe que seul on n'aurait pas. La question qui me vient, c'est jusqu'à quand serez-vous suivi? Enfin, jusqu'à quand
l'investisseur accepte de prendre des risques et de continuer à vous suivre même si vous n'êtes pas rentable? Jusqu'à quand? En fait, en réalité, enfin, aujourd'hui, quand même, les marques qui cartonnent, c'est quand même les marques engagées. Je pense pas que Mm. dans la cosmétique. Enfin, on voit quand même des belles marques euh, enfin, il y a quand même des vrais succès quand même qui peuvent les rassurer. C'est pas non plus. Je crois qu'on est quand même assez avancé maintenant, D'accord. même en fashion, Enfin, il y a quand même pas mal d'industries où il y a quand même des business cases très favorables D'accord. qui nous permettent de rêver quand même. Non, mais là, ce que tu démontres, c'est que finalement, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, beaucoup Mm. de système D, on arrive finalement à compenser ce surplus de marché Mm. et d'arriver à installer la marque, en l'occurrence Melvita. Absolument. Alors, ça me permet de faire la transition avec Elfine. Toi, en tant que CEO, justement, qui a les mêmes problématiques, comment tu t'es confronté à ce choix entre, voilà, il faut que je sois scalable, et en même temps, il faut que je sois rentable, et en même temps, il faut que je sois sustainable. Mm. Tu me disais, voilà, quelquefois, on ne fait pas toujours ce qu'on fait. Bah, je pense qu'on peut. Enfin, moi, je suis très dans les mains là en ce moment, parce que ça fait 4 ans que j'ai monté ma boîte, donc je fais beaucoup de choses moi-même. Et on est confronté à beaucoup de choix un peu cornéliens en tant que CEO d'une petite start-up qui doit faire avancer les choses. Et effectivement, on en parlait en préparant euh, le sujet. Je pense que donc on a ce qu'on a écrit sur son PowerPoint au début sur son entreprise qu'on voudrait absolument parfaite avec une parfaite égalité homme-femme, enfin, on a écrit plein de beaux principes et puis après arrive la réalité. Donc en fait, il faut aussi comment dire, se dire que on fait les choses chaque fois dans des étapes, que atteindre direct la perfection, c'est compliqué et qu'il faut se dire que c'est du baby step. Pareil, mes serveurs sont chez Amazon. Ouh, c'est pas bien. Mais quand on est une start-up, on a probablement plein d'autres problèmes à gérer que de se dire qu'on va aller chez une petite start-up de serveurs green parce que ça existe et c'est super. Mais en fait, on a tellement d'autres choses à régler qu'on va prendre le truc un peu leader qui marche. C'est forcément un truc qui est dans notre roadmap où on dit un jour on fera une étude de marché de tous les serveurs qui sont green et on ira changer, on se mettra chez un serveur green pour être plus aligné, mais je pense qu'en fait, voilà, on est confronté un peu à la réalité de l'opérationnel. C'est-à-dire que tous les jours, tu fais ça d'arbitrage. Donc, tous les jours, tu dois faire des choix C'est ou. une série d'arbitrages sans cesse effectivement, entre ce qu'on sait qui serait probablement mieux et la réalité d'une entreprise, parce que juste pour revenir sur ce que disait Nata, moi je suis convaincue que la vraie sustainability, ça va être qu'on va consommer moins mais mieux. Donc en fait, oui, ça coûte 5% plus cher, mais si j'en consomme 5% de moins, globalement, mon budget me permet de le faire. Le meilleur exemple pour ça, c'est la viande. En fait, faudrait mieux que tout le monde mange un peu moins de viande de meilleure qualité plutôt que de manger de la côte de porc à 1,50 € le kilo. Mais enfin, voilà, ça fait partie c'est-à-dire sans que tout le monde s'arrête tout d'un coup de faire tout. En fait, il y a des façons de manger moins mais mieux qui seraient déjà révolutionnaires et qui auraient un impact énorme. Et ben nous, c'est un peu ce qu'on se dit, quoi. C'est qu'on se dit on peut, il faut qu'un business qui apporte de la sustainability soit rentable. Parce qu'en fait, c'est bien beau de se faire financer par des investisseurs, mais en fait, ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est de créer des modèles, des nouveaux modèles qui, comme les modèles qui ont construit le début du XXe siècle et créé la croissance du PIB, etc., bah, on trouve des modèles sustainable qui puissent prendre le relais de ça, créer des emplois, nourrir les gens, etc. Et ce n'est pas à coup de fonds d'investissement qu'on va faire ça, même s'il faut ça pour démarrer les activités. Il faut créer des business models sustainable et rentables. Et du coup, voilà, des fois, ça veut dire faire quelques choix Ça faire des et pas arbitrages. aller Des compromis. proposer de la livraison uniquement en véhicule électrique, mais qui du coup serait 4 fois trop cher, qui ferait que personne ne prendrait cette option de livraison parce qu'elle est 4 fois trop chère. Donc en fait, je préfère avoir quelque chose qui change vraiment les comportements parce que c'est adopté, parce que c'est un prix acceptable et qui est quand même vertueux, même si c'est pas parfait. Mais c'est effectivement des arbitrages un peu au quotidien. Très bien. Ouais. Super. Merci beaucoup, Finn. Je voudrais revenir sur le sujet maintenant du leadership et revenir poser une question à Fanny. Alors, à l'époque de l'attrait pour la sustainability dans le leadership, alors de l'explosion de l'intelligence artificielle, est-ce que le mythe du CEO, homme-femme, providentiel,
l'homme providentiel, la femme providentielle, est-ce que c'est un mythe caduc? Alors je suis profondément biaisée. Je vais répondre oui, totalement. Donc, enfin, je crois que je l'ai déjà expliqué et j'en ai témoigné. Je pense que aussi, Yveline et Nathalie représentent une génération de CEO qui, justement, incarne un peu ce modèle. Alors, voilà, on se rend compte comme ça, plus génératif. Donc, avec la collaboration, un équilibre et un centrage en fait autour d'un sens qui nous appartient à chacun. Donc je pense que c'est ça hein, le modèle finalement, pour le dire autrement. Donc c'est complètement orthogonal avec la notion de l'homme ou de la femme providentielle. Enfin, pour moi, c'est complètement aux antipodes. Rien que ces deux images ne se réconcilient pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut de la collaboration. Donc, de toute façon, l'individualité doit s'effacer au profit de la collaboration. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher le consensus à tout prix et rentrer dans des consensus mous. Ce n'est pas du tout ça, en fait, vous l'avez dit. Faire de la collaboration et coopérer, tu l'as dit aussi, c'est redéfinir la compétition, c'est pas manquer de courage et c'est pas se dire on va écouter tout le monde et puis finalement on va essayer de trouver un truc où tout le monde a raison et du coup on sait très bien c'est le plus petit commun dénominateur donc et ça marche pas donc la collaboration n'est pas synonyme de consensus mou et de tirer tout le monde vers le bas, bien au contraire. Mais donc voilà, pour moi c'est orthogonal avec juste l'incarnation par une personne du succès et de la réussite. Pour moi ça n'existe plus, ça ne doit plus exister. Je suis désolée d'être un peu provocante de nouveau sur ce point-là. Et ça existe encore. Alors attention, parce que je ne voudrais quand même pas laisser penser que je suis dans l'innocence ou la naïveté, bien évidemment. Tu parlais des fonds, il y aura toujours des fonds. De l'homme ou la femme providentielle qui incarne ce modèle-là, il existera toujours, c'est l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir tellement d'autres modèles qui se développent et des alternatives qui donnent envie et qui proposent des choses qui fonctionnent et qui sont tout aussi... Je pense que sans qu'il y ait un besoin, enfin sans que tout repose sur un homme providentiel ou une femme providentielle, il n'y a que des femmes, mais parce que l'impact, c'est quand même encore, malgré tout, un sujet beaucoup de femmes, malheureusement. En tout cas, dans le monde du start-up à l'impact, il y a beaucoup plus de femmes que dans d'autres secteurs. Néanmoins, dans les grands groupes, si le leadership, c'est-à-dire le top management ne pousse pas un peu ces sujets-là, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas à eux seuls de le porter. Non, mais c'est en collectif, c'est ça. Voilà, en collectif. Leur rôle, c'est quand même de le rendre important parce que, ça, c'est sûr. Parce que sinon, moi, c'est ce que j'ai vécu dans certains grands groupes où à l'époque, c'était pas du tout un sujet clé. Et je pense que voilà, c'est complètement, comme tu dis, orthogonal avec des boîtes comme Melvita où on va être, ça va être complètement aligné avec la façon, enfin avec tout ce qu'on fait à l'intérieur est aligné avec cette envie de sustainability. Si c'est pas une priorité pour l'entreprise, honnêtement, moi je me suis un peu épuisée dans certaines boîtes à faire ça. Et pour provoquer aussi, il y a encore des gros écarts entre la parole et la réalité. Et le fameux consensus mou dont tu parles, je l'ai connu aussi. Voilà. Ouais. Donc il y a des façons. Non, mais du coup, je pense que c'est important d'avoir des gens comme vous qui aident les gens à collaborer aussi et à créer ces cadres. Et je pense que ça fait partie de notre rôle en tant que CEO d'impulser ça. Donc, si je comprends bien, ta définition du leadership sustainable, c'est un leadership partagé, c'est un leadership régénératif, c'est un leadership qui pousse la subsidiarité, l'initiative, c'est un leadership transverse. Mais est-ce que ça n'existait pas avant? Un petit peu. Moi, je prends le concept de servant leadership, par exemple. Il y a des proximités. Oui, mais après, c'est comme le dit Yveline, c'est la matérialisation et la concrétisation dans des équipes dirigeantes. Et oui, il y a toujours eu des modèles comme ça, mais là, le point, c'est que ça soit un petit peu plus déployé, on va dire. Voilà. Parce qu'il reste encore, enfin, je vais dire autrement, je pense qu'on est encore dans des paradigmes, notamment en Occident, où en fait, on est fabriqué sur des paradigmes de performance qui ne sont pas forcément alignés avec ce modèle-là. C'est-à-dire que quand on doit réussir, j'ai parlé de mon fils qui est parti à l'étranger étudier sur un bachelor.
C'est des modèles, en fait, le modèle de l'éducation est quand même, ça change, ça évolue, ça va dans le bon sens, mais dans certains modèles, c'est la performance individuelle, etc. Donc, c'est pas, tu l'as dit à un moment, vous l'avez dit toutes les deux avec vos mots, personne n'est mal intentionné. C'est juste, on est le produit quand même de notre éducation. Je parlais de l'étude de 9000 personnes qu'on a fait dans 9 pays dans le monde. On leur a posé la question, est-ce que vous pensez que le leadership, c'est inné ou acquis? C'est toujours l'éternelle question. Et la moitié disent c'est à moitié inné, à moitié acquis. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le leadership... Ça s'apprend. Bah oui, ça s'apprend, ça se pratique surtout. Et en fait, ça demande une intention pour arriver effectivement aux évolutions qu'on aimerait toutes voir survenir à plus grande échelle, on va dire comme ça. Ça demande, c'est pour ça que je disais en introduction, du travail. Ça demande une prise de conscience qu'on n'est peut-être pas tout à fait dans ce modèle-là et de l'effort. Moi, j'accompagne beaucoup d'équipes dirigeantes, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'efficacité collective de l'équipe et après pour eux-mêmes avec leurs équipes. C'est du boulot. Et on y passe, par exemple, pour être concrète aussi là-dessus, un des points qu'en général on adresse quand même beaucoup, et on y passe pas mal de temps, c'est l'histoire de la confiance et de la sécurité psychologique. Il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles, je suis désolée, quand on arrive, il n'y a pas vraiment de confiance ni de sécurité psychologique. Alors quand on n'a pas des fondamentaux comme ça en place, le collectif, forcément, on peut y mettre. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des éléments contextuels qui sont importants. Vous avez parlé de KPI, d'objectifs communs, etc., etc. On peut mettre tout ça, et il le faut. Mais il y a aussi des ingrédients qui sont de l'ordre du comportement et des qualités, en fait. C'est intéressant ce que c'est comme si je ne me sens pas en confiance, si je ne me sens pas en sécurité psychologique dans mon codir, comment en plus me demander de me préoccuper de choses qui me dépassent. C'est ça. Oui. Pour aider les autres, je veux dire, après, il y a des approches très différentes là-dessus, mais pour aider les autres, c'est toujours mieux quand on est un petit peu équilibré soi-même et qu'on a fait un petit peu de travail soi-même. Voilà. Super, merci beaucoup Fanny. Alors justement, Nathaël, toi qui depuis DHEC, cette idée de la sustainability faisait partie de ton identité, tu as pris le risque d'embrasser une carrière chez Melvita. C'est quoi être un leader plus sustainable au quotidien? Alors, les trois éléments, j'en ai déjà un peu parlé. Le premier, c'est vraiment la formation, d'être... la sustainability, ça évolue tout le temps. Et tout est fin, et tout est... Enfin, comme disait Elphine, on ne peut pas tout changer d'un coup. Donc, en fait, tout est une histoire de compromis. Et en fait, il faut bien comprendre avant tout. Et aussi, partager la responsabilité de la formation avec nos équipes, comme tu dis, ça je te rejoins complètement, mais aussi avec les clients. Donc en fait, il y a vraiment une nécessité de vouloir continuer d'apprendre continuellement et puis d'emmener avec nous nos équipes et nos clients. Par exemple, nous, un des principaux impact carbone de nos produits, en fait, c'est pas notre production, c'est pas notre transport, c'est la douche de nos clients. Bon, bah ça, si on leur dit pas, on va jamais rien changer. C'est l'eau chaude au moment de l'utilisation. Donc, il y a en fait... Il faut qu'ils utilisent moins d'eau chaude, c'est ça? Voilà. Okay. C'est un shampoing, par exemple. Nous, en interne, là, ils nous disent de faire plus qu'un shampoing pour militer. Ouais, un shampoing au lieu de 2. Pour te rincer moins les cheveux, tu fais qu'un shampoing au lieu de 2. Et en fait, voilà. Donc, il y a vraiment une grande composante d'amélioration continue, d'éducation et vraiment de formation permanente. Et d'ailleurs, beaucoup de certifications et tout évoluent dans le temps. Et en fait, ça se fait, comme tu dis, c'est des baby steps et c'est toujours aller chercher l'opportunité qu'on voit. C'est comme si le leader sustainable, il y a une notion d'évangélisation permanente de ses équipes. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment de l'évangélisation, mais en tout cas, on continue d'apprendre et il y a une notion d'humilité et une notion de challenge permanent, vraiment d'amélioration continue. Il y a un petit côté quand même, il faut y croire, il faut un petit peu de folie aussi, il faut vraiment de l'ambition, un peu de folie, donner des rêves, faire rêver les gens. Nous, en interne, on se dit qu'on veut être les Patagonia du cosmétique. Enfin, on a besoin de donner le ton et de donner... tout est une série de compromis, en effet, mais c'est aussi vraiment chouette d'arriver à fixer aux équipes des rêves un peu fous.
Par exemple, nous, ils nous ont dit au dernier COMEX qu'on n'a plus le droit à l'aérien on n'a plus le droit de rien transporter en avion. Et parfois, on le fait parce qu'il y a des opportunités commerciales, il y a des risques de rupture, on a des situations de panique où on est obligé de le faire. Tout l'Occitane fait ça ou juste Medellin? Tout le groupe. D'accord. Tout groupe. Donc, c'était pas un super COMEX. Enfin, les patrons de marque n'étaient pas hyper contents. Mais en fait, c'est aussi ça qui nous fait réagir. C'est que tant qu'on ne nous a pas dit, si on nous demande moins 1% chaque année, franchement, on va rien faire. Là, on nous dit, dans 2 ans, c'est fini et ça sera dans vos KPI. Bon, bah là, on est tous en train quand même de réfléchir à des alternatives. Donc, il y a un côté aussi un peu vision, porter un message un peu fou ou en tout cas un peu audacieux. Sinon, ça ne marchera pas. Et puis après, il y a une notion de vraiment d'équipe. Enfin, on l'a déjà dit, en fait, j'ai l'impression de me redire, mais ça ne repose pas sur une personne seule. Ça repose sur une équipe et une confiance aussi avec les clients. Pour nous, le deal vraiment avec le client, il est hyper fort. De s'engager à prendre de l'avance. Nous, on n'attend pas que les ingrédients soient interdits, par exemple, pour les retirer. Il y a un pacte qu'on s'impose et nos clients viennent vers nous pour ça, de toujours de se mettre une ambition au-delà, en fait. Et ça, c'est vraiment sympa aussi de bosser pour des marques comme ça. Donc, encore une fois, après, tous ces points-là entraînent un cercle vertueux on y croit, d'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, on a passé la journée, nous, en séminaire sur la sécurité psychologique. Enfin, chez nous, c'était assez évident, en fait. C'était pas du tout des notions qui étaient nouvelles. Alors, on n'avait jamais mis les mots dessus. Mais en fait, tous, on avait quand même ces attentes-là et ces réflexes-là, sans l'avoir jamais vraiment exprimé. Donc, en fait, les comportements, quand même, enfin, je retrouve exactement ce que tu décris, le cœur, la tête, les mains, etc. C'est exactement ça chez nous. D'ailleurs, on avait travaillé avec l'Occitane quand même à un moment au début de la recherche, justement, parce qu'il y a beaucoup de paramètres et d'impulsions qui correspondent. C'est intéressant, c'est pour prendre soin de l'environnement, il faut d'abord que les gens prennent soin de ses collaborateurs, et que ce soit bien. C'est sûr que c'est difficile de porter un projet comme ça en manquant de sincérité. C'est impossible en fait. Enfin, mais même les clients le voient. Enfin, maintenant, on ne peut plus mentir quoi, ou manipuler. Et en manquant aussi de vulnérabilité. Ça, enfin, pour moi, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Pour moi, c'est vraiment un nouveau paradigme qui est porté par quelques entreprises et qui devient un standard vraiment de management. C'est ce côté vraiment avec le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas objectif, ça ne veut pas dire qu'on ne licencie pas des gens, ça veut pas du tout dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a un accompagnement qui va au-delà du KPI rationnel ou du process ou du comportement traditionnel. C'est au-delà aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Noël. Alors, avant de passer la parole à Robert Welser pour la dernière question, je voudrais finir avec Evelyne, parce que je me dis, Evelyne, tu pouvais faire une carrière brillante dans un grand groupe, et toutes tes portes étaient ouvertes, et tu as choisi délibérément de créer une petite boîte. Et je sais que au début, c'était pas facile, tu étais toute seule. Malgré tout, tu t'es lancée dans l'aventure. Alors, pourquoi? Pourquoi être lancée à corps perdu voilà, dans cette aventure qui est coûteuse, mais Je pense que effectivement, au bout d'un moment, je trouvais que, enfin, j'ai voulu tenter de voir si je pouvais changer les choses plus en étant dans une petite entreprise qu'à l'intérieur d'un grand groupe dont c'était pas l'objectif primaire de faire de la sustainability, alors que moi, c'était ce que j'avais envie de faire. Alors, plus pragmatiquement, lutter contre le gaspillage, comme tu l'as dit si bien au début. Donc, à titre personnel, c'est ça qui m'a motivée en fait. Et je trouve que quand on est chef d'entreprise, on a la licence de vraiment avoir le cœur, la tête et les mains, vraiment. On parle toujours d'avoir les mains dans le cambouis, mais on est quand même en même temps devoir être un petit peu courageux et prendre des décisions. Et voilà. Je trouve, enfin, comment dire, tout ce dont on a parlé ce soir, je le retrouve même dans une toute petite entreprise, en fait, d'embarquer les gens qu'on recrute. C'est un critère hyper important aussi quand on recrute les gens, d'être sûr qu'ils en ont quelque chose à faire et que c'est pas juste parce qu'ils ont besoin d'un job.
Donc c'est super important. Le fait de travailler avec un écosystème, nous aujourd'hui, on n'en serait pas du tout là où on en est si on n'avait pas pu compter sur des partenaires, sur voilà, tout un écosystème autour de tout ce qui est équipement de la maison, pas neuf, en gros, si je résume, qui est un gros écosystème. Et du coup, en fait, j'ai l'impression, en tout cas à titre personnel, que ce que je fais aujourd'hui, même si c'est à plus petite échelle en termes d'impact, ça a un potentiel de devenir très gros. Ça fait des petits et que voilà, aujourd'hui, moi, je m'amuse beaucoup, je suis très alignée avec ce que je Avec fais. que tu es. Ce que tu Voilà. es aussi. Mais je suis restée en contact avec beaucoup de personnes qui sont encore dans le monde de l'agroalimentaire, qui font un énorme boulot sur un sujet qui est hyper important, qui est la transition écologique sur l'alimentation. Je suis convaincue que les grosses boîtes ont un gros rôle à jouer sur ça. Je pense qu'il va falloir qu'elles shift de modèle pour que le KPI ne soit pas découler des quintaux de blé ou de faire de la croissance de top line à plus 5% ou d'augmenter la marge en faisant du downsizing. C'est notre société entière qui doit changer, quoi. Donc Ouais, plus de critères RSE. ouais. C'est bon. Peut-être l'impression d'avoir un peu plus la main pour faire du changement que dans des très grosses machines. L'agroalimentaire en France, moi, mon opinion, c'est que c'est quand même très sclérosé pour plein de raisons. Et voilà, j'avais un peu l'impression que c'était compliqué de faire bouger les choses. En tout cas, bravo. Bravo. Maintenant, je voudrais passer la parole à Félicité de Basquiat du cabinet Robert Walters, qui a une question à poser à nos invités. Alors, ma question. Enfin, avant, je vais vous présenter un ensemble de choses. À l'appui des échanges en fait, qu'on a avec les CEO que nous accompagnons dans leur mission à impact, on a fait deux distinctions dans la mise en place de leur politique RSE. D'un côté, on a des grands groupes qui disposent de moyens à la fois financiers, humains, pour mettre en place une politique structurée et mesurable. Et puis d'un autre côté, on a des ETI ou PME où c'est compliqué pour elles de mettre en place des process. Donc en fait, quelle est votre vision à vous, CEO, pour des CEO de PME qui ne font pas forcément partie d'activités green, de business green? Quelles seraient vos préconisations pour mettre en place en fait les premiers fondamentaux à activer dans une politique RSE durable? Je ne suis pas CEO. C'est peut-être un avis de par... alors, vous accompagnez davantage peut-être des grands groupes. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, déjà, on n'a pas le choix, en fait, quand même, parce qu'il y a aussi qu'on soit petit ou gros, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect client, quand même. Il y a une sensibilisation de pas mal de consommateurs, quel que soit son secteur, qui viennent activer et pousser à la transformation. Donc, il y a des facteurs externes. Il y a une réglementation qui se durcit. Il y a des attentes des collaborateurs. Enfin, le prêche, pardonnez-moi, sur la recréation de ressources, c'est une réalité. Les ressources naturelles, de toute façon, sont en bout de course. Donc, sur plein de sujets, je ne vais pas me lancer sur le sujet, c'est hors de propos. Les ressources humaines, pareil. On fait la distinction petit, moyen et gros. Attirer des talents dans les grands groupes. Moi, je n'ai pas un seul client où la conversation aujourd'hui au niveau CEO ne commence pas par je n'arrive pas à faire venir les gens dans l'entreprise et j'ai des gros écarts de compétences. Tu parlais de l'AI ou de la sustainability. La sustainability, c'est quelque chose que tu évoquais, toi, pour arriver aussi à résoudre ces problèmes-là. Il y a des gros enjeux de compétences. On parle beaucoup des compétences digitales dans le marché. Arriver à adresser nos enjeux de sustainability, ça demande énormément d'investissement dans les compétences des collaborateurs. C'est ce que tu disais. Tout à fait. Et je donne un exemple, tu as donné plein d'exemples. Il y a dans la transition énergétique, on ne va pas la faire si on n'adresse pas ces points-là. Parce qu'on a vraiment besoin de profils très différents de ceux qu'on a dans les énergies fossiles, par exemple. Donc il y a beaucoup de contraintes, en fait, qui obligent à le faire.
Donc après, c'est vrai qu'il y a une équation économique, enfin, il y a un impact en fait sur la bottom line, c'est vrai. Mais je pense que les ingrédients ont été quand même pas mal partagés par vous deux, c'est-à-dire de l'agilité, il faut faire des choix. Et ça veut dire qu'il faut arrêter de faire certaines choses, il faut peut-être commencer par certaines parties. Et Ouais, une chose à la fois. une chose à la fois, en fait. On ne va pas se transformer d'un coup. Je l'ai dit, plus on devient gros, plus c'est difficile de tout transformer. Donc, il faut le faire à la marge, en s'aidant justement d'un écosystème de start-up. Je veux dire, il y a plein de clés dans la discussion qu'on vient d'avoir pour finalement donner des pistes. Moi, je dirais de se faire accompagner et d'avoir un audit. Il faut partir d'une compréhension déjà de son impact, choisir les sujets après. Une chose à la fois, ou enfin, se fixer des objectifs atteignables, sinon c'est même pas la peine, on arrête tout de suite. Et après, voilà, ce qu'on a déjà dit, l'agilité, les partenariats. Il y a quand même pas mal de structures maintenant pour rencontrer d'autres startups ou des agents de changement qui sont hyper faciles. Il y a des formations dans tous les sens. Enfin, c'est quand même très accessible maintenant, cette information-là, individuelle ou collective. Donc, se faire accompagner, faire une roadmap réaliste et puis embarquer les équipes, en fait. Moi, je pense que c'est pas parce parce que tu as exclu le fait d'avoir une activité green comme du coup un truc. C'est pas parce qu'on a une activité green qu'on doit pas se poser la question de la sustainability, parce qu'on a toujours des façons de faire qui peuvent être plus sustainable. Et puis, on en parlait, typiquement recruter des gens. Si on fait quelque chose de super pour la société, mais qu'on est une boîte affreuse, on ne peut quand même pas avoir des bons talents chez nous. Donc en fait, je pense que c'est vraiment enfin, faut être sustainable de l'intérieur et de l'extérieur. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses.